Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui on va parler de la Chine. Pourquoi la Chine? Eh bien tout simplement parce que j'ai eu la chance d'y passer un petit peu de temps au cours de mes études et j'ai ramené pas mal de vidéos que j'ai décidé de compiler afin que vous puissiez voyager un petit peu en ces temps difficiles. Je vous passe les détails, mais concrètement j'étais en Chine avec 2 camarades de classe pour vendre de la moutarde de Dijon et aider une école de football à se développer. En parlant de football, c'est par là qu'on va commencer. Il faut savoir que le président chinois Xi Jinping a rendu obligatoire l'apprentissage du football pour tous les élèves de la primaire jusqu'au lycée, que ce soit des garçons ou des filles. On enchaîne tout de suite avec les premières vidéos. Comme vous pouvez le constater, c'est assez chaotique, mais vous allez voir, au coup de sifflet, tout va aller mieux. Le coach chinois fait sa démonstration et les 50 enfants se mettent à l'imiter immédiatement. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, toutes les filles sont habillées en rose et les garçons en bleu. Dans le football, le mental est au moins aussi important que le physique et la technique. Voici comment les athlètes étaient mis en condition avant l'entraînement. La vidéo qui suit a été tournée un jour de match. Je vous laisse apprécier l'ambiance. Ce match a été filmé et diffusé à la télévision locale. Vous pouvez d'ailleurs voir dans le fond la tribune officielle composée de membres du gouvernement. Avant ce match a eu lieu le traditionnel lever de drapeau au son de l'hymne national. J'ai également pu assister à un spectacle donné par les enfants de l'école, toujours avant le match. Voici 2 extraits. Après les filles, c'est le tour des garçons. Leur performance m'a fait penser à une sorte de haka, le signe distinctif de l'équipe de rugby nationale néo-zélandaise. Quelques photos pour en finir avec le football. Comme vous pouvez le constater, tous les joueurs de champ portent le numéro 10. Je leur souhaite du fond du cœur de devenir tous aussi forts que Zidane. Au détour d'une rue, j'ai eu la chance d'apercevoir la Coupe du Monde. Je n'ai malheureusement pas pu la toucher. À la fin de chaque entraînement, il était de coutume de signer des dizaines d'autographes pour tous les enfants qui avaient participé à la séance. En effet, les étrangers sont relativement peu nombreux dans la ville où j'étais, et c'était pour eux une sorte de fierté de ramener ça à la maison. Après une longue journée de travail, il était temps d'aller se restaurer. Nous avions la chance de souvent manger dans des restaurants de luxe accompagnés par notre partenaire chinois, ainsi que par des officiels du gouvernement et d'autres partenaires de la société. Les repas avaient lieu dans des salons privés tels que celui que vous pouvez voir à l'écran. Nous étions entre 15 et 20 personnes réunies autour d'une table avec un plateau en verre tournant au milieu afin que les plats puissent circuler. Nous avons vite dû apprendre à utiliser des baguettes afin de pouvoir manger à notre faim. Voici un exemple d'un repas auquel j'ai participé. Je vous laisse apprécier la quantité assez incroyable de nourriture qui se trouve sur la table. La plupart des restes après les repas n'étaient pas jetés, mais plutôt utilisés pour nourrir du bétail. Ces festins étaient toujours accompagnés par du baijiu, un alcool fait à base de riz qui titrait environ 50 degrés. Cette bouteille était assez particulière car elle était réservée aux anciens généraux de l'armée chinoise dont faisait partie le père de notre partenaire. En dehors de ces repas, nous mangions principalement dans des petits restaurants tels que celui que vous pouvez apercevoir.
N'en déplaise à nos voisins italiens, c'est en Chine que j'ai eu l'occasion de manger les pâtes les plus fraîches de ma vie. Elles étaient préparées à la commande sous nos yeux avant d'être plongées dans l'eau bouillante pendant quelques minutes. Voilà le résultat final avec une garniture au bœuf, au poivron et d'autres légumes. Une autre variante de nouilles, cette fois-ci servie dans son jus de cuisson, plutôt très épicé. En ce qui concerne le riz, j'en ai évidemment mangé beaucoup. Ma recette préférée était surmontée d'une omelette à la tomate, aromatisée avec du poivre. J'ai également mangé pas mal de raviolis, qu'ils soient cuits à la vapeur comme au premier plan, ou frits comme dans le petit bol à l'arrière-plan. J'ai eu la chance d'assister à une scène culinaire assez insolite, avec cet homme qui fait griller son jambonneau avec un lance-flamme. Je ne vous cacherai pas que je ne lui ai pas demandé de goûter. Les quelques plats que je viens de vous présenter coûtent chacun moins de 2 euros. Il est donc possible de manger au restaurant matin, midi et soir pour moins de 200 euros par mois en Chine. Un autre aspect très important de la culture gastronomique chinoise est la nourriture de rue. Je vous laisse apprécier les quelques photos et vidéos qui suivent. Commençons par un grand classique avec les brochettes de bœuf épicées qu'il est possible de trouver à tous les coins de rue. Les amateurs de poulpe et de poulet ont également de quoi faire. Chaque brochette coûtant entre 50 centimes et 1 euro, j'en ai bien profité. Les plus aventureux peuvent également goûter des scorpions ou de l'étoile de mer. Les amateurs de fruits de mer plus conventionnels trouveront de quoi satisfaire leurs papilles. Pour en finir avec la nourriture de rue, un équivalent du kebab, croisé à Pékin. Après ce petit aperçu de la gastronomie chinoise, passons maintenant à l'architecture. Commençons tout d'abord par les habitations. La ville dans laquelle j'étais était constituée de 7 millions d'habitants. La plupart d'entre eux habitaient dans des tours telles que celle-ci. Toutes les entrées étaient protégées par des barrières et surveillées par un garde. Presque toutes les résidences que j'ai pu visiter comportaient un parc à l'intérieur, composé de plusieurs étendues d'eau autour desquelles il était très agréable de se reposer. Parfois, j'en arrivais presque à oublier que j'étais en plein centre-ville. Tout le monde n'ayant pas la chance d'habiter dans une résidence ultramoderne de 30 étages, j'ai également pu apercevoir plusieurs résidences telles que celle-ci. Enfin, le dernier type d'habitation s'appelait des hutong. Il s'agissait en fait des quartiers traditionnels que le gouvernement essayait de raser afin de pouvoir construire des grandes tours ou des immeubles de bureaux. Il m'est arrivé plusieurs fois de me perdre dans ce dédale de petites rues, mais heureusement, le GPS de mon téléphone ne m'a jamais fait défaut. Au cours de mes balades, j'ai eu l'occasion de croiser quelques véhicules assez originaux, ainsi que d'assister au chaos qui règne constamment sur la route. En voici quelques exemples. Commençons par l'autoroute. Il est possible de doubler par la gauche, mais également par la droite. Heureusement que la vitesse est limitée à 80 km/h. Voilà à quoi ressemble la traversée d'un passage supposément piéton en Chine. Les autorités ont tout prévu. Il suffit simplement de suivre l'exemple du petit bonhomme vert et de courir d'un bout à l'autre le plus vite possible afin de rester en vie. Vous pensiez être en sécurité sur les trottoirs? Eh bien non. Certains ont même dû être équipés de dos d'âne afin de permettre aux piétons de garder un espace raisonnable pour pouvoir circuler. J'ai développé une sorte de fascination pour les tricycles surchargés d'objets. En voici quelques exemples. Je n'ai pas réussi à classer les quelques photos et vidéos qui suivent, mais j'ai quand même décidé de les partager avec vous avant de partir pour Pékin. Commençons par l'homme qui promène son chien en scooter. En parlant de chiens, je vous laisse apprécier la qualité du toilettage de ces deux-là.
Un exemple de tentative marketing assez douteuse, à moins que ces gourdes ne soient destinées à contenir du beurre fondu. Sans vouloir parler de propagande, la communication d'État était très présente. Par exemple, cette fresque réalisée dans une école primaire. De nombreuses affiches telles que celle-ci étaient placardées dans toute la ville. Je vous laisse en faire votre propre interprétation. Enfin, j'ai été assez surpris de trouver un salon de tatouage en plein air. Je ne m'y suis pas risqué. À la fin de mon séjour, j'ai eu la chance de passer quelques jours à Pékin. Voici quelques photos que j'ai ramenées de la Grande Muraille. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la Grande Muraille n'est pas continue, mais plutôt divisée en plusieurs sections qui ont été construites au fil des siècles en fonction des besoins militaires du pays. Certaines sections peuvent atteindre entre 12 et 15 mètres de hauteur, telles que celles présentes à l'écran. Les parties restaurées telles que celle-ci permettent d'avoir un bon aperçu de ce à quoi la muraille pouvait ressembler à l'époque. Après environ 2 à 3 km de marche, il est possible d'accéder à une partie non restaurée. La nature reprend ses droits et c'est à cet endroit que j'ai dû rebrousser chemin car cela devenait un petit peu trop dangereux. Nous arrivons à la fin du voyage. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez pu voyager un petit peu en ces temps difficiles. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire au revoir. Ou plutôt, comme ils disent là-bas, Zaijian.